On va commencer le cycle de conférences que nous organisons ce semestre. Le cycle de conférences s'adresse à la question que nous développons dans le séminaire, mais elle s'intéresse à tout le monde. Elle s'adresse à tout le monde. Il s'agit de regarder la question de la matérialité, de voir comment celle-ci peut informer le projet, et puis aussi de regarder la question de la structure dans les relations avec le paysage, avec les grands enjeux territoriaux. Vous aurez... on est très fiers du cycle des conférenciers. Vous aurez des Allemands, des Anglais, des Suisses, des gens qui viennent un peu partout. Schleich pour parler des passerelles, Sobeck qui est le dirigeant de l'Institut de Stuttgart. Vous aurez Vénan qui viendra parler du bois et bien d'autres. Donc c'est un cycle de structure, non pas un cycle de structure, mais un cycle structuré autour de cette question-là. Et je pense que si tout se met en place comme prévenu, ça sera très dynamique pour l'ensemble de l'enseignement. Aujourd'hui, contrairement à ce que l'on fait d'habitude, on n'a pas pris le plus vieux de la bande, mais le plus jeune. Et je suis très content que ce soit Youssef qui soit venu ici aujourd'hui pour différentes raisons. D'abord parce qu'il symbolise à lui tout seul ce que on a essayé de faire depuis quelques années. T'es le plus jeune, mais t'es plus si jeune. En tout cas, t'es moins jeune qu'eux maintenant. Tu vois, un jour, ça passe. Youssef était architecte, il l'est toujours. Il a suivi le double cursus structure architecture. Il est devenu ingénieur des ponts. Et maintenant, il fait une thèse à Malaquais dans le domaine de la conception des structures, et particulièrement des structures en pierre. Donc on est très fiers de son parcours. Enfin, on va être fiers de toi, tu es fier tout seul. On est très content de son parcours. Et puis, par ailleurs, il vient de Bethléem, une ville au centre du monde, dans laquelle il utilise la pierre sans dévoiler des secrets de famille. Il appartient à une longue lignée d'architectes de Bethléem, les architectes de Bethléem, et qui ont une responsabilité très grande dans ce territoire de la Palestine, et qui font très attention à ce qu'ils font et qui produisent une architecture de très grande qualité depuis toujours. Depuis ton arrière-grand-père, peut-être, non? Qui a fait le marché de Bethléem. C'est pas lui qui a fait le marché? Et donc, dans la tradition et dans la modernité, vous allez voir que son travail s'adresse bien sûr à la contemporanéité, à la fois par les outils de calcul et de géométrie qu'il met en œuvre, mais aussi par les dispositifs géométriques qu'il met en place et qu'il va tester directement sur place à Bethléem et qui le met maintenant dans le star system mondial puisqu'il expose tous ses projets un peu partout dans le monde, à Londres par exemple. Youssef est un représentant de cette nouvelle génération d'architectes, attentifs à la fois à la matérialité, à l'origine des choses et à la responsabilité qu'ils ont dans cet engagement qui est notre métier. Et je suis très, très fier de l'accueillir aujourd'hui. Merci Youssef d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette magnifique introduction. Ouais, moi je suis bien content d'être là et j'aurais bien aimé être étudiant avec ce cycle de conférences qui a l'air hyper intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler des projets qu'on fait à l'agence, particulièrement les projets en pierre. Mais à l'agence, on a 3 entités. On a l'agence d'archi où on traite de projets d'équipement public ou de projets pour des clients privés, etc. On a une entité qui s'appelle Local Industries qui fait du mobilier. Et on a une 3e entité qui s'appelle Scales qui fait, c'est plutôt le département recherche. Et c'est une nouvelle entité. Le premier projet
sur lequel on travaille depuis 3-4 ans, c'est les projets sur la pierre. Donc je vais rapidement présenter quelques projets de l'agence avant de m'attarder sur les projets en pierre. Ce premier projet s'appelle Mass Imperfections, c'est un projet en bois d'olivier. À Bethléem, il y a une longue tradition de l'artisanat en bois d'olivier. Et jusqu'aujourd'hui, on fabrique des petites figurines de petits Jésus, des chameaux, etc. en bois d'olivier. Et les outils qu'on utilise pour fabriquer ces petites figurines sont des outils très très simples. Et en fait, l'apprenti regarde son maître et apprend à faire le même objet qu'il copie un certain nombre de fois. Et en fait, en regardant 2 chameaux, on s'est aperçu que la courbe du chameau était identique, mais pas vraiment en fait. Si on regarde de plus près, elles sont pas vraiment identiques parce que c'est fait à la main. Et du coup, on s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser le bois d'olivier pour une structure à l'échelle de l'architecture. Et on a utilisé cette machine qui s'appelle une copy machine où l'artisan se met au centre de la machine et il scanne avec son bras la pièce maîtresse et son mouvement est dupliqué un certain nombre de fois sur cette machine 12 fois pour fabriquer exactement la même pièce. Sauf que les 12 prochaines pièces sont une approximation des 12 dernières. Et donc du coup le projet s'appelle Mass Imperfections et c'est une arche qui fait 3 mètres de haut et 1 cm d'épaisseur. Et ce qui est marrant avec le bois d'olivier, c'est que on ne déracine pas l'arbre pour avoir le bois, mais on coupe les branches. Et donc du coup, il faut travailler avec des petits morceaux de bois pour pouvoir créer une structure qui est plus grande. Ce projet, on aime bien le montrer, c'est un bar à Bethléem qui s'appelle Al-Jisr, c'est-à-dire le pont. En fait, là, il n'y a pas de distinction entre pont et passerelle, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que le pont, c'est aussi le pont Allenby qui relie la Palestine à la Jordanie. Et donc c'est le point de passage des Palestiniens vers le monde, vers le reste du monde. Et ce bar donc s'appelle le pont. Et donc du coup, quand on va au pont, on va soit boire un verre, soit vers le reste du monde. Ça, c'était pour montrer que j'étais ingénieur aussi. Ça, c'est un projet qui est situé juste à côté de ce bar. C'est un conservatoire de musique qui a été, qui a une architecture qui est très anonyme. Il n'y a presque rien dans ce projet. L'idée, c'était de créer un espèce de patio autour duquel toutes les activités allaient être régulées. Et en fait, juste devant ce projet, là, on voit les deux bâtiments en premier plan. Il y avait un projet prévu d'un centre commercial qui allait bloquer toute l'ouverture du conservatoire vers la ville. Et donc du coup on a fait une contre-proposition, on allait voir le maire et on l'a convaincu en fait de prolonger les 2 ailes du U du conservatoire pour continuer la traversée du projet vers la ville. Et c'était un projet pour montrer un peu la manière de négocier les règles urbaines, quoi. Donc ça, c'est le mobilier de Local Industries qu'on fabrique aussi à l'agence. Ça, c'est un tribunal qui est dans le nord vers Toul-Carem, à Toul-Carem, qui est une petite ville en fait. Et ce qui est bizarre, c'est c'est un projet financé par les Canadiens et pratiquement tous les projets publics en Palestine sont financés par des aides internationales. Donc là, c'est financé par les Canadiens. C'est à Toul-Carem, qui est une toute petite ville, et le tribunal fait 14 000 m². Donc il y avait une incompatibilité entre l'échelle de ce bâtiment et l'échelle de la ville. Et d'ailleurs, au départ du projet, la capacité électrique de la ville ne suffisait pas pour le bâtiment. Et donc on a demandé à la mairie de faire en sorte que ce soit prêt. À la fin du projet, c'était pas prêt. Et du coup, le projet est resté fermé. Donc toutes ces photos, le projet est inhabité parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité pour faire tourner le bâtiment. Et donc 1 an après, l'électricité est arrivée et lorsqu'ils ont branché le tribunal, l'ensemble de la ville a un peu... Ça, c'est un autre projet de tribunal à Hébron. Et c'est
un projet qui est encore plus grand. Et l'enjeu, c'était ici d'essayer d'intégrer un immeuble de grande échelle dans la ville d'Hébron qui n'a pas vraiment d'immeuble de si grande échelle, ou en tout cas de cette échelle-là, quoi. Et l'idée sur laquelle on a travaillé, c'est de créer une peau qui progressivement changeait de dimension de fenêtre pour s'adapter au degré de porosité qui existe dans la ville historique d'Hébron. Donc on a fait une série de maquettes, et ça c'était les réactions des... Bon, finalement on a réussi à trouver un compromis et ce projet est en chantier. Je crois qu'il y a un petit blocage. Ça, c'est un concours d'une école d'archi à Aarhus qu'on n'a pas remporté, mais on avait fait c'est dans un nouveau quartier d'Aarhus, et l'idée était on avait un site pour faire l'école d'archi, et on a décidé de répondre au concours en explosant le programme de l'école d'archi dans l'ensemble du nouveau site, et essayer de penser l'école d'archi comme un vecteur d'urbanisation du nouveau quartier. Comment on pouvait penser l'îlot avec des fonctions de l'école d'archi partout dans cette nouvelle partie de la ville pour créer de l'activité. Et ça, finalement, c'est un projet avec un brief qui était complètement ridicule. C'est en Palestine, au sud de Bethléem, à l'est de Bethléem, pardon. C'est à la limite du désert, en fait. Et ce qu'on voit au fond, c'est Jérusalem. Et en fait, l'idée, c'était, le brief voulait qu'on fasse une cité touristique. Donc on a hésité à participer au programme, au concours. Finalement, on a participé, mais on a perdu. Et l'idée était de reprendre les typologies spatiales qui existaient dans la ville historique palestinienne et de les interpréter de manière un peu contemporaine, sans avoir une idée un peu folklorique ou nostalgique de ce qu'est la ville palestinienne. Donc là, on va plutôt présenter les projets en pierre. Ces projets ont été financés depuis 3-4 ans par une bourse de recherche de Campus France, entre autres. Là, on voit cette église qui est une église de l'abbaye de Beauchaux en Aquitaine. Et là, on voit l'église de Sainte-Anne à Jérusalem. Et on sait que ces deux églises ont été construites à la même période, au XIIe siècle, mais on ne sait pas quelle église a été construite avant l'autre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont toutes les deux des similarités dans les méthodes de construction et dans la géométrie. Et par ailleurs, on sait aussi que l'église de Sainte-Anne à Jérusalem a été construite aussi avec des méthodes que les croisés avaient trouvées localement. Et donc, du coup, on pourrait émettre l'hypothèse de savoir si la construction de l'église de Sainte-Anne à Jérusalem avait influencé aussi certaines des constructions d'églises, surtout en Aquitaine, en France. Et ça pose la question de réinterroger la transmission de savoir-faire, mais parler plutôt de mélange des savoir-faire. Et dans la lignée de cette réflexion, on a récemment lancé un projet qui s'appelle Analogie, qui est un projet qui traite des éléments d'architecture en pierre. Et l'idée est de créer des analogies entre les typologies en pierre qu'on a autour de nous dans la ville de Jérusalem ou des autres typologies qu'on retrouve ailleurs dans le monde, mais aussi des analogies entre ces typologies-là et le reste de la ville. Et donc on a commencé par ce premier projet qui est une voûte en pierre inspirée par une typologie qu'on retrouvait surtout durant la période de l'Empire ottoman. Et ce qui est intéressant avec cette typologie, c'est que on a une voûte qui est posée sur une limite rectangulaire
et pas sur une limite circulaire ou pas avec des points d'appui ponctuels, ce qui n'est pas habituel pour une voûte. Et c'est une typologie qui existait déjà depuis le XIIIe siècle, mais qui a été très répandue durant l'Empire ottoman. Et ce qui est intéressant, c'est que cette typologie était dans le langage commun d'architecture. Ce n'était pas réservé à un langage d'architecture noble ou de palais ou de construction plus noble, quoi. C'était un élément d'architecture commun. Et l'idée était, dans le projet d'analogie, de définir des éléments d'architecture qui pourraient être intégrés à un langage architectural contemporain commun. Et en même temps, on s'est inspiré de ces typologies qui existent aussi, qui sont des typologies de stéréotomie. Là, on voit un linteau. Donc la stéréotomie, c'est la manière de découper les pierres pour les assembler dans une configuration plus grande. Là, on voit un linteau qui est découpé, c'est un linteau à Bethléem, dans la vieille ville de Bethléem. Et donc le projet qu'on a fait, c'est une voûte qui fait à peu près 3 mètres par 2 mètres, et qui est divisée ici en 3 parties. Il y a la partie centrale, qui est une portion d'un cylindre, et les 2 parties aux 2 extrémités, qui sont des portions de cône. C'est une géométrie qui est un peu inspirée de la couverture de l'abbaye de Neumünster au Luxembourg, et qui est faite à partir de pierres qui sont à surface réglée. Donc là on voit les espèces de petites vagues qu'on voit en plan, sont les vagues des interfaces des pierres, mais il y a également des vagues sur l'intrados et l'extrados des pierres. Ça, ce sont les interfaces en fait, et du coup on voit que les surfaces réglées de chacune des interfaces des pierres ont des vecteurs normaux qui pointent dans différentes directions, ce qui augmente le blocage entre les pierres. Donc l'idée était, ce projet a été exposé durant la Biennale d'art de Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, et l'idée était de présenter la voûte sur une structure un peu temporaire, comme un élément d'architecture qu'on présente de manière temporaire sur une structure en bois. Donc ça, c'est le projet construit. En fait, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit là les surfaces réglées des pierres à l'intrados, mais aussi aux interfaces entre les pierres. Et donc ce monsieur est un sultan de l'Empire ottoman qui... durant l'Empire ottoman, en fait, il y a une règle imposée dans les villes palestiniennes de construire en pierre. Donc, c'est une loi qui existe toujours aujourd'hui et qui force tout le monde à construire en pierre. Sauf que jusqu'au début du XXe siècle, on construisait en pierre massive, et aujourd'hui, on construit en structure en béton et avec des pierres de parement. Et ce qui n'est pas vraiment spécifique. C'est une méthode qui existe partout dans le monde, sauf que ici on voit le nombre de carrières de pierre et leur position géographique, et en fait on voit qu'en tout point du territoire on est à maximum à 50 km de la carrière la plus proche. Donc même d'un point de vue du cycle de vie du matériau, il n'est pas évident que ce soit plus économique de construire un mur en béton qu'un mur en pierre massive, à cause justement de cette proximité des carrières de pierre. Et ça, c'est le genre d'espace que l'on obtenait en construisant en pierre massive. Et ça, c'est le genre de construction qu'on a aujourd'hui, où on a en fait des usines avec une production standardisée de pierres de 2 à 3 cm. Et c'est des usines dont on peut difficilement changer la méthode de production. Donc nous, on travaille avec principalement 2 usines qui, en fait, peuvent changer leur processus de fabrication, parce qu'eux ne font pas des pierres comme ça, mais font des pierres, des chapiteaux, et des chapiteaux corinthiens, et des espèces de
d'éléments d'architecture qu'ils vendent dans les pays du Golfe pour des villas, etc. Ici, on voit en fait la différence de morphologie architecturale en fonction de l'utilisation du matériau de la pierre. Donc, on voit par exemple que par exemple une voûte construite en pierre massive, l'utilisation de la pierre d'une certaine manière provoque un changement dans la morphologie architecturale, la morphologie de l'espace, mais également la morphologie urbaine, ce qu'on voit tout en bas en fait. La première image, c'est la ville de Bethléem et le recours un peu naturel à l'utilisation de la pierre. Puis on voit un peu le langage un peu de l'architecture qu'ont apporté les Britanniques, où ils ont essayé de créer des master plans et des plans d'urbanisme, etc. Et aujourd'hui, la ville qui est complètement prise par ces bâtiments qui au final se ressemblent tous, parce que la méthode de construction est unique. Et donc, toujours dans cette perspective de lier les méthodes de construction aux morphologies urbaines, on a travaillé sur ce projet qui s'appelle El Atlal, qui est un projet de résidence d'artistes à Jéricho, qui est un projet en partenariat avec l'association El Atlal. Et toute l'idée de ce projet, c'est d'avoir un site qui est un chantier à long terme, où on fabrique des prototypes de voûtes en pierre, jusqu'au jour où l'association a les fonds nécessaires pour construire l'ensemble du bâtiment avec les techniques qu'on a pu développer sur site. Donc c'est un espèce de site d'expérimentation de voûte en pierre. Donc le premier prototype qu'on a fait il y a 2 ans, c'est une portion de gyroïde. On a pris une gyroïde parce qu'elle présente... La portion de gyroïde avait 3 points d'appui et il est assez facile de tracer un pavage. Là, le pavage, c'est un pavage de courbes géodésiques sur la gyroïde et il est assez facile de tracer ces courbes sur une surface mathématiquement définie, contrairement à une surface qui vient d'un form finding ou d'une surface qu'on crée par form finding. Il est plus difficile de rationaliser la production sur ce genre de surface que sur une surface définie. Ça, c'est le coffrage qu'on avait, qui est fait en blocs de polystyrène, qui ont été creusés et labellisés avec les noms de chacune des pierres. Donc on voit que la gyroïde est divisée en 3 parties, et donc on a une répétition de 3 pierres à chaque fois. Et donc chaque 3 pierres sont identiques. Et on a en tout à peu près 300 pierres, donc on a 100 types de pierres. Mais au-delà en fait de la technique et du principe constructif, etc., il était bien de travailler sur ce projet qui était à Jéricho, donc dans une ville qui est un peu culturellement marginalisée. Principalement, il y a Bethléem, Jérusalem, Ramallah, où il se passe des choses du point de vue de la culture. Jéricho, c'est une ville un peu marginalisée, et dans Jéricho elle-même, ce site est situé dans un quartier un peu aussi marginalisé. Et donc il était intéressant de travailler avec les méthodes qu'on trouvait autour de ce site et de les allier avec des techniques un peu plus avancées de fabrication et de conception. Donc en fait, on a commencé la construction de la voûte par le centre, parce que comme en fait, ce principe constructif est inspiré du principe de Joseph Abeille, qui est un ingénieur français qui a mis en place le système, la voûte Abeille, le système de la voûte Abeille, où on a des pierres qui sont découpées avec des plans inclinés selon des angles opposés 2 à 2. Donc c'est inspiré de ce système-là sur des surfaces plus quelconques, on va dire. Donc on a été obligé de commencer par le centre, parce que si on commençait par les pieds, on ne peut plus mettre la pierre centrale, vu que les pièces sont toutes inclinées avec des angles uniques.
Et la voûte fait à peu près 12 cm d'épaisseur et elle franchit une portée de 8 mètres. Le décoffrage. Et cette photo est assez parlante parce qu'on voit en arrière-plan le genre de construction auquel on arrive aujourd'hui, qui sont des constructions avec un langage architectural perdu en fait, on n'a plus de référence parce que la maison à gauche, à l'arrière-plan, on voit des escaliers avec des rambardes très maniérées, un toit avec des tuiles rouges, des colonnes, on ne les voit pas très bien d'ici, mais c'est des colonnes avec des chapiteaux un peu bizarres, des fenêtres de toutes les tailles. Et en fait, cette maison, elle est un peu la représentation de ce qu'a fait l'utilisation systématique de la pierre et l'utilisation d'un mode de construction unique à la ville. C'est-à-dire que ça a créé une espèce d'architecture qui n'a plus de référence, qui a complètement perdu les références de typologie spatiale qui existaient avant, le mode d'habiter. Et on se rend compte ici que la moitié de la maison est complètement vide parce qu'elle est tout simplement impossible à habiter en fait. Et donc là on voit les deux moines qui sont venus voir la voûte et qui nous ont commandé un autre projet en pierre pour l'extension d'un magasin dans un monastère croisé à Abu Ghosh, qui est un village juste à côté de Jérusalem. Et donc ça, c'est la crypte de l'église du monastère d'Abu Ghosh qui a été construite par les croisés. Et c'est un territoire national français. Donc à Jérusalem, il y a 5 territoires français, dont celui-là, le monastère d'Abu Ghosh. Il y a entre autres l'église de Sainte-Anne, le consulat français de Jérusalem, le tombeau des rois et l'Éléona. Et donc ça, c'est le monastère d'Abu Ghosh. Et les moines du monastère d'Abu Ghosh fabriquent des éléments en céramique, des bougies, etc. Et donc ils avaient besoin d'une extension du magasin de leur monastère. Et toute l'idée du projet était d'essayer d'intégrer ou d'insérer le bâtiment ou l'extension de ce magasin dans son contexte, non pas à travers sa forme architecturale, mais plutôt à travers les techniques utilisées et les méthodes de construction utilisées pour l'extension du magasin. Donc en fait, les croisés étant les maîtres un peu de la stéréotomie et de la construction en pierre, on a voulu intégrer le bâtiment en utilisant des procédés similaires. Donc, donc voilà, le dessin du magasin est pratiquement un cube, et donc n'a rien de... Il ne s'insère pas dans son site grâce à sa forme, mais plutôt grâce à ses composants. C'est un magasin qui fait à peu près 50 mètres carrés. On a une voûte plate en pierre qui fait à peu près 6,50 mètres par 6,50 mètres et qui tient sur des colonnes en pierre. Toutes les colonnes et la voûte sont en pierre armée. Donc là, on a une vue plafonnante, une axonométrie plafonnante, où on voit en fait initialement le projet devait être entièrement... Là, on voit que la voûte en pierre est au centre du plancher et qu'autour, on a une bande qui est en fait une poutre de rive en béton armé. Initialement, le projet devait être tout en pierre avec des détails spécifiques de chapiteaux et de pièces de bord en pierre. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour des raisons de budget. Mais donc, du coup, là, on a la partie centrale qui est en pierre armée et une poutre de rive en béton et les colonnes en pierre. Donc, cette structure s'adosse à un ancien bâtiment dans lequel il y a une voûte qu'on verra plus tard. Donc ça, c'est le projet fini. Ça, c'est le principe d'assemblage qui est du coup une voûte abeille, mais armée.
armés dans la partie supérieure et dans la partie inférieure. Là, on voit le principe d'assemblage, mais à l'envers. Donc ça, c'est ce qu'on voit du bas, de l'intérieur du magasin. Du haut, en fait, on voit une plaque en pierre complètement fermée, en fait. C'est une vue d'en dessous, je ne sais pas si on voit bien, où on voit en fait tous les systèmes le système armé dans la pierre. Il y a à peu près 169 pierres, non, pas à peu près, exactement, 169 pierres, qui pèsent chacune à peu près 70 kilos. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'était la mise en place du système constructif, de la méthode de construction en fait, parce que comme la voûte est armée dans les deux directions, on ne peut pas installer les pierres une à une. Il faut en fait installer les pierres comme par procédé de tissage en fait. Donc en fait, on installe la première ligne de pierre et son armature dans le sens longitudinal, puis on installe toutes les armatures transversales, et puis on commence avec la moitié de la deuxième ligne, donc une pierre sur deux, qu'on insère dans les armatures transversales, puis on met la première pierre, la deuxième pierre, la première, deuxième, enfin on va voir plus tard. Là, c'est le plancher fini. Les pierres ici utilisées, les pierres pour les... En fait, ce projet est divisé en deux parties parce qu'on a commencé à travailler avec une usine qui avait des procédés de fabrication qui étaient plus avancés que l'autre usine, mais qui finalement ne savait pas vraiment utiliser les machines qu'ils avaient. Donc on a en fait deux pierres dans ce projet. Si on voit, je ne sais pas si on remarque très bien, mais les pierres des colonnes ne sont pas les mêmes que les pierres de la voûte. Les pierres des colonnes sont des pierres de Jérusalem. C'est une pierre qui est hyper dure, c'est une pierre calcaire, mais qui est plutôt considérée comme du marbre. Et la pierre de la voûte, c'est une pierre calcaire dure de la région de Bethléem. Et donc cette première usine qui nous a fait les colonnes en pierre n'a pas réussi à faire les modules de la voûte en pierre, malgré les procédés de fabrication avancés qu'ils avaient. Donc eux avaient un robot 7 axes qui pouvait couper des statues et des chapiteaux corinthiens et des fleurs, etc. Mais ils ne pouvaient pas imaginer faire des voussoirs pour cette voûte. Tandis que l'autre usine ont des machines moins évoluées, donc ont des machines 5 axes, mais qui sont plus maîtrisées, quoi. Ouais, donc ça c'est le procédé de montage. Donc on voit ici la première ligne avec l'armature longitudinale et les 13 armatures transversales. Puis on commence par mettre les pièces rouges, on les enfile dans les armatures, et puis on commence à insérer par le côté l'armature longitudinale, et on s'assure qu'elle s'est insérée dans la première pièce rouge, et puis on enfile la deuxième pièce noire, et ainsi de suite. Procédé de tissage, quoi. Voilà. Ce qui nous mène à un autre projet, qui était une commission du musée Victoria et Albert à Londres. Historiquement, les villes palestiniennes étaient construites autour d'un noyau très dense et de vastes champs qui entouraient la ville et qui étaient laissés libres comme une manière de préserver la nature. Donc en fait, la ville était très contenue et les paysages autour étaient très libres. Et il y avait à l'époque très peu de registres de terrain. Donc les gens construisaient des petites tours en pierre qu'on voit aussi en Italie, qui étaient des marqueurs de propriété. Donc ça, c'était la ville très dense. En l'occurrence, c'est la ville de Bethléem, et autour de la ville de Bethléem.
Et le projet qu'on avait à faire concernait la vallée de Crémisan, qui est une vallée, un des derniers espaces verts autour de la ville de Bethléem, et qui est une vallée qui représente complètement cette manière duale du fonctionnement de la ville palestinienne, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a une tendance à la consommation des terrains, et les limites de la ville ne sont pas très bien connues, donc on a du mal à avoir un master plan ou à imaginer de nouveaux quartiers. Donc les gens construisent sur leur terrain de manière un peu chaotique pour préserver leur terrain. Donc ça, c'est un des derniers espaces où l'architecture n'a pas encore détruit le paysage. Et donc la problématique de ce projet, c'était de dire que historiquement, l'architecture palestinienne est complètement liée à la nature à cause de cette manière duale de fonctionner avec les vastes champs qui l'entouraient. Et aujourd'hui, on a complètement perdu ce rapport de l'architecture et de la nature. Et donc, on voulait travailler sur un projet qui serait né au musée et qui reviendrait dans son site prédéfini. Et donc, cette vallée de Crémisan, c'est le dernier espace vert autour de Bethléem, et c'est une vallée qui va bientôt être divisée en deux. Donc c'est une vallée en fait qui représente c'est le paroxysme de cette division entre architecture et nature. Et cette vallée va être le mur de séparation va passer à travers cette vallée, donc il y aura une partie du côté palestinien et une partie du côté israélien. Mais au-delà, et donc du coup, la communauté locale ont organisé des espèces de protestations où ils priaient un peu contre le passage du mur. Et donc le projet était un peu une matérialisation de ces protestations, mais au-delà de la problématique du mur, ce projet traitait plutôt du rapport entre l'architecture et la nature. Et donc on a travaillé sur cette tour qui ressemble formellement à ces petites tours de pierre qu'on voit qui marquaient les propriétés, et faite à partir de pierres qui ressemblent à la première voûte que je vous ai montrée, mais qui sont des pierres qu'on peut assembler verticalement et qui ont des interfaces, encore une fois, avec des surfaces réglées, avec des vecteurs normaux qui pointent tantôt vers l'extérieur, tantôt vers l'intérieur. Donc qui augmente aussi la stabilité latérale d'un système de mur finalement. Après, on a voulu travailler sur ce système pour ce système de blocage, mais également on a voulu avoir uniquement des formes courbes dans ce projet qui étaient proches des formes qu'on pouvait avoir dans la vallée. On a travaillé avec une artiste qui a travaillé sur le rapport entre l'échelle de la découpe de la pierre et l'échelle des courbes de niveau du paysage, et qui a fait un petit film qui en fait met en parallèle une pierre et les courbes du paysage, les terrasses. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est une pierre qui doit faire à peine 20 cm. Ça, c'est le projet exposé à Londres. Il y a à peu près 600 pierres, je crois. Et il y a 3 types de pierres qu'on a utilisées. Il y a les pierres du bas qui sont des pierres rouges, pierres de Jérusalem. Les pierres du milieu qui sont des pierres un peu jaunes qui viennent de la région d'Hébron. Et les pierres tout en haut sont des pierres blanches qui viennent de autour de la ville de Bethléem. Et donc on a voulu avoir cette espèce de dégradé pour que lorsque le projet sera installé dans son site dans la vallée, il y ait une espèce de dégradé qui part de la couleur de la terre et qui s'évanouit un peu dans le ciel. Donc ici à Londres, le projet a été construit simplement en empilant des pierres. Il y avait un espèce de coffrage en bois à l'intérieur qui permettait d'avoir les bonnes inclinaisons, etc. Mais
Ouais, mais uniquement en empilant les pierres les unes sur les autres, sans avoir de mortier ou quoi que ce soit. Dans la version finale du projet, dans son site, dans la vallée de Crémisan, on a un mortier entre les pierres parce que dans conditions extérieures, etc., on a voulu avoir plus de sécurité. Et toute l'idée du projet, c'était qu'il voyage, qu'il soit né au musée, contrairement aux objets qu'on voit d'habitude, qui sont dans la vie normale et qui partent au musée une fois, entre guillemets, qu'ils ont fait leurs preuves dans la vie normale. Ce projet est né au musée et a fait le tour de plusieurs expos avant d'aller sur son site normal. Donc il a un peu gagné en crédit avant même d'exister. Là, c'est à Dubaï, dans un espace d'expo qui s'appelle Al Serkal Avenue. C'est un bâtiment construit par Rem Koolhaas qui est assez marrant parce que c'est tout simple en fait. Il y a presque rien dans le projet. Il y a juste 4 murs qui pivotent et qui translatent dans toutes les directions. Et c'est tout. Et donc ici, on a sur une partie de l'expo à gauche, sur l'image de gauche à gauche, où on a la vidéo une vidéo avec une bande sonore des sons de la vallée et de ces espèces de parallèles entre l'échelle du matériau et l'échelle du paysage. Et donc le projet est maintenant dans la vallée de Crémisan. On voit ici au premier plan le projet qui est placé dans un... En fait, au départ, on voulait mettre le projet dans la vallée de Crémisan au sein du monastère. Il y a un monastère dans la vallée de Crémisan qui sera de l'autre côté, qui sera du côté israélien après le passage du mur. Et donc on a voulu mettre le projet dans le monastère, mais on a eu pas mal de problèmes avec les moines du monastère qui ne sont pas très... ouvert à ce genre de proposition. Et donc on l'a mis dans une parcelle privée où on voit ici au premier plan le projet, on voit au deuxième plan une espèce de grillage qui est lui la trace du passage du mur, et derrière on voit une partie de Guido qui est à Jérusalem. Donc en fait, sur cette forme, en fait, on a 2 cylindres qui sont inclinés et un cylindre au-dessus qui est droit. Et donc en fait, vu qu'on a 2 cylindres inclinés, sur les cylindres inclinés, on ne peut pas avoir la même pièce à chaque fois, parce qu'on a des directrices et des génératrices, enfin on a des directrices mais pas des génératrices. Donc on a une typologie par colonne. Chaque colonne est une typologie de pierre, jusqu'à arriver à la ceinture en haut, où on a ce cylindre droit, où on a uniquement 2 typologies. Donc en tout, on doit avoir une quinzaine de typologies. Et donc le dernier projet, c'est le premier projet en fait. C'est un projet, donc c'est tours en pierre qui marquait la propriété des terrains dans le paysage. Ça ressemble à ça, c'est des tours qui étaient tantôt utilisées pour marquer la propriété uniquement, ou pour des maisons de vacances ou des maisons, des petites cabanes dans la nature. Et donc ce premier projet qu'on a fait en pierre, c'est un projet qui a été d'abord exposé sur une place à Bethléem, la place de la Nativité. Et l'idée de ce projet était de l'exposer sur la place pendant une certaine période et d'essayer de sensibiliser les citoyens de la ville à la construction en pierre et aux matériaux de la pierre, avant de déplacer l'ensemble de la structure vers un paysage un peu plus à l'ouest de Bethléem, où il jouerait un peu le rôle de ces marqueurs de propriété qu'on retrouvait dans le paysage, dans un contexte un peu plus contemporain. Là, on voit à l'arrière-plan l'église de la Nativité.
Et donc pendant la construction de cette structure sur la place, on avait une espèce de barricade de chantier autour, et la place est très habitée. Donc tout le monde essayait de faire des paris sur ce qu'allait être cette structure. Et au même moment, par hasard, à Bethléem, on a eu la visite d'une visionnaire qui prétendait voir la Vierge. Et donc du coup, à un moment, la rumeur, c'était que cette structure allait être une structure pour la Vierge et pour l'union des peuples et la paix. Et donc ça, c'est le projet dans la vallée du Mahrour, à l'ouest de Bethléem. Et donc voilà, c'est une photo de la structure à l'ouest de Bethléem, où il peut aussi neiger. Oui, je n'ai pas compris pourquoi tu disais que l'unité du matériau était la cause de la dégénérescence architecturale du modèle constructif. On peut citer quelques contre-exemples. Il y en a un à côté, la ville haussmannienne. Elle a été fondée sur l'usage de la pierre. Pour autant, ils ont développé beaucoup de types constants. Ouais, en fait, on a ces deux événements globaux qui sont la séparation dans l'histoire de l'archi, de la séparation de l'enveloppe de la structure et de l'apparition du béton armé et de l'acier, et qui ont changé l'utilisation de la pierre. Et en Palestine, à cause de cette loi qui existe encore et qu'on a héritée de l'Empire ottoman et qui a été renforcée par le mandat britannique, on a une loi qui existe toujours aujourd'hui et qui est un peu obsolète, dans le sens où elle impose par exemple de construire un bâtiment avec 70% de pierre, de couverture de façade. Et donc ce qu'on obtient aujourd'hui, c'est uniquement des structures en béton qui sont toutes les mêmes, sur lesquelles on plaque de la pierre. Et donc du coup, finalement, on obtient des bâtiments qui se ressemblent tous dans le paysage. Si on dézoome un peu, on voit que des bâtiments qui se ressemblent, parce que le mode de construction est complètement unique. Et donc du coup, ça crée une morphologie urbaine qui est liée au mode d'utilisation du matériau. Et donc toute l'idée était d'essayer d'enrichir les manières d'utiliser le matériau pour créer plus de diversité morphologique dans la ville. C'est une question par rapport aux carrières. Donc, au Liban, on a également pas mal de carrières et de construction en pierre, et on retrouve un peu ce système où on a le béton armé et puis ensuite les pierres en façade. Et le débat souvent, c'est de dire mais pourquoi on ne construirait pas en pierre? Et après, les gens nous répondent mais du coup, on va massacrer la forêt, casser les montagnes pour extraire la pierre. Et je voulais savoir comment c'était perçu en Palestine. Enfin, est-ce qu'il y a est-ce que c'est une question, la préservation de la nature ou vis-à-vis des carrières, ou est-ce que c'est juste accepté par rapport à la loi? En fait, en Palestine, on a un autre problème aussi. Ces carrières de pierre sont en train de défigurer le paysage, complètement défigurer le paysage, mais aussi créer des maladies dans les villages autour à cause de la poussière, etc. Et le problème, c'est que toutes ces carrières de pierre sont situées dans des zones qui ne sont pas vraiment, qui sont des zones C, en fait. Des zones, en fait, les territoires palestiniens sont divisés en 3 zones: zone A, zone B, zone C. Zone A est sous contrôle palestinien, zone B est un peu partagée, et zone C, c'est des territoires palestiniens, mais sous contrôle israélien. Et donc, du coup, toutes ces carrières de pierre sont en zone C parce que, du coup, c'est moins régulé que les autres zones. Et ces carrières qui sont en zone C doivent répondre au marché de la pierre dans l'ensemble des villes palestiniennes, mais aussi dans l'ensemble des villes israéliennes. Donc pratiquement toutes les constructions en pierre
des deux côtés sont prises des carrières qu'on retrouve dans ces zones C. Donc du coup, il y a une surexploitation des carrières et une défiguration du paysage que personne ne peut contrôler. Et on a aussi un autre problème, c'est que les carrières de pierre qu'on a, il n'y a pas de régulation sur la présence ou sur la création d'une carrière de pierre. Donc si vous avez un terrain qui appartenait à votre grand-père à l'arrière de la maison et que vous pensez faire une carrière de pierre, vous pouvez faire une carrière de pierre et personne ne vous dira rien. Donc on peut retrouver des carrières de pierre dans n'importe où dans ces zones C, et de manière un peu archaïque, quoi. Donc on a ce problème-là, mais toute l'idée aussi, c'est de dire qu'on peut utiliser la pierre d'une autre manière sans pour autant défigurer le paysage. On peut utiliser la pierre pour... je pense qu'on pourrait démontrer que l'utilisation de la pierre dans certaines structures, comme celle qu'on a montrée, a une consommation plus basse du matériau que plaquer de la pierre sur un immeuble qui fait 20 étages. Bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette magnifique conférence extrêmement intéressante qui rappelle que la pierre, on a tendance à l'oublier en France, et n'est pas forcément un matériau d'un autre temps. Et voir donc que dans d'autres cultures et dans d'autres pays, c'est quelque chose de très présent et une problématique contemporaine. C'est terriblement intéressant. Et alors, ça peut paraître un peu trivial, mais cette conférence me fait penser à une vieille pub des années 90, une pub Pirelli, qui avait un espèce de pneu qui roulait tout seul et qui s'arrêtait à une falaise. Et le slogan, c'était sans puissance, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et en fait, ça pose la question un peu de votre rapport à la technique. Et on sent que les choses sont évidemment très complexes. Je pense par exemple à la voûte sur pilotis ou sur portant de bois, qui a des courbes extrêmement complexes, et à l'anecdote du magasin des moines, où en fait il y a deux usines qui utilisent des machines dernier cri, une qui utilise des machines dernier cri qui n'arrivent pas à maîtriser le procédé de production, qui n'arrivent pas à produire ce que vous leur demandez, et qui pourtant ont produit la partie la plus simple de la structure, et l'autre usine qui donc a des machines un petit peu plus archaïques, mais dont elle maîtrise la technique, et qui produisent la partie la plus complexe. Et donc ça me pose la question de votre rapport à la technique dans la conception de ces projets. J'ai l'impression que les choses sont extrêmement complexes, mais à la fois très maîtrisées. Et vraisemblablement, j'imagine qu'il y a l'outil informatique qui doit intervenir, mais on sent quelque part quelque chose de très basique, d'archaïque, peut-être l'usage peut-être du crayon, de la main. Et donc la question, c'est savoir quelle part ces allers-retours représentent de votre procédé de conception. Ouais. En fait, on a eu pas mal de... Les principaux difficultés, en fait, je veux dire, ça donne l'impression d'être très maîtrisé, etc. Mais si on regarde la voûte plate, il y a plein d'imperfections qu'on ne voit pas en photo, mais c'est des imperfections qui sont dues à la tolérance de fabrication du matériau. Et sur cette photo en particulier, on voit que les lignes ne sont pas forcément très droites, etc. Mais les principales difficultés qu'on avait, c'était de savoir où se situait la tolérance de fabrication avec ces usines-là. Et d'un autre côté, comment on peut construire ces structures, avec qui on peut construire ces structures, parce que particulièrement en Palestine, on avait un savoir-faire qui était hyper présent de la construction en pierre. Il y avait même des
des messieurs qui étaient spécialisés dans la construction de voûtes en pierre, qui ne faisaient que des voûtes en pierre, parce que les voûtes en pierre étaient complètement intégrées dans un langage architectural commun. Contrairement, par exemple, aux pays alentours, hein, le Liban, la Syrie, etc., les structures en pierre étaient plutôt réservées à des structures nobles ou des palais, etc. En Palestine, c'est plutôt intégré au langage architectural commun, et donc il y avait ce savoir-faire qui était très répandu. Mais comme c'est beaucoup plus commun, c'est beaucoup plus difficile aussi à cerner ou à trouver. Et donc je pense qu'il y avait ces deux, du point de vue de la fabrication, il y avait ces deux enjeux-là, de trouver la tolérance de fabrication et renouer avec ce savoir-faire de la pierre qui est un peu progressivement en train de disparaître. Mais en France, par exemple, il y a tous les compagnons, etc. Il y a un savoir-faire dans la pierre qui est... tous les projets qu'on fait là, on travaille avec le laboratoire GSA à Paris-Malaquais. Eux ont vachement de contact avec les compagnons et avec d'autres gens en France qui sont spécialisés en pierre et qui arrivent à... mais je pense qu'il y a un intérêt grandissant des constructions en pierre. Je ne sais pas si vous avez vu l'immeuble à Paris qui a été construit en pierre massive. Je crois que c'est dans le 11e. C'est des logements... Enfin voilà. Oui. Bonjour, merci pour la conférence. Ici, monsieur. J'ai deux questions. L'une porte sur quelle portée pourrait avoir ce travail stéréotomique quand même de précision et assez technologique pour le grand public palestinien. Est-ce que c'est réservé à des ouvrages d'exception ou est-ce que vous pouvez entrevoir des sortes de prolongements dans la construction en général? Et la deuxième question, c'est quelle est votre vision, quel avantage en fait aurait la pierre en termes de carbone, d'impact carbone, par rapport à des constructions en béton qui certes du coup sont génériques, mais emploient peut-être moins d'énergie, notamment à la découpe, forcément. Voilà, ces deux questions. Pour la première partie de la question, toute l'idée de la recherche, c'est d'essayer d'utiliser la pierre dans un langage commun et pas uniquement pour des constructions exceptionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème de budget parce que ces constructions coûtent plus cher par exemple, cette voûte aurait coûté moins cher si on l'avait faite en béton, mais je pense que la question n'est pas d'essayer de trouver quelle structure est la moins chère, mais de trouver laquelle est la plus adaptée à son contexte. Par exemple, ici, la stratégie était de construire cette voûte plate en pierre par rapport au contexte historique du monastère. Et donc, du coup, cette structure n'aurait eu aucun sens, cet espace n'aurait eu aucun sens s'il avait été dallé en béton. Mais toute l'idée est d'essayer de démocratiser les éléments d'architecture en pierre. Et c'est un peu le contenu de l'expo analogique qu'on essaie de commencer. Et si on regarde cette voûte, la première voûte qu'on vient de finir, c'est une voûte qui est très surbaissée et qui pourrait être adaptée à des besoins plus moderne, on va dire, cette voûte-là. Surtout qu'elle repose sur qui pourraient être 4 murs ou sur un pourtour rectangulaire, donc qui pourrait abriter un espace qu'on a plus l'habitude de voir dans des programmes d'aujourd'hui, quoi. Pour la deuxième partie de la question, je pense qu'il y a un article très intéressant qui est référencé ici, qui s'appelle When More is Better, et qui compare la construction d'un mur en béton et la construction d'un mur en pierre massive du point de vue du cycle de vie du matériau entier. Et donc, je pense que c'est aussi lié à la proximité des carrières de pierre, aux découpes qu'on en fait, etc.
Ça, je suis complètement d'accord sur un mur, mais sur des découpes 7 axes, du coup, qui emploient beaucoup plus d'énergie et qui demandent des technologies qui sont assez avancées quand même. Voilà, là était mon interrogation en fait, par rapport à la pierre massive en mur, bien sûr. En fait, les 5 projets en pierre là n'ont pas été faits avec des découpes 7 axes, c'est des découpes 5 axes, et encore on aurait pu les faire, pour certaines on aurait pu faire sur des machines 3 axes, mais je pense que c'est pas le but du projet de savoir quelle machine on va utiliser, mais plutôt je veux dire les découpes, qu'elles soient faites avec une machine 5 axes ou, je veux dire, avant les mecs ils faisaient des structures bien plus complexes à la main, et ça marchait aussi bien, voire mieux. Donc je pense que le raisonnement doit plutôt se trouver du point de vue de l'utilisation du matériau plutôt que de sa découpe, quoi. Autre question? Il est temps de remercier Youssef pour cette merveilleuse conférence. Merci pour tout ça. Vous avez compris que la modernité ne se limitait pas à l'usage de la dématérialisation transcendantale du verre ou je ne sais quoi, là, mais qu'elle pouvait se trouver ailleurs, et que la responsabilité des architectes pouvait se trouver aussi dans ce domaine, à la fois de manière contemporaine et de manière historique, dans une tradition et dans une continuité, dans une contemporanéité, et que ce soit avec du 7 axes ou à la main, on pourra trouver notre bonheur là-dedans. Merci Youssef pour tout ça. Continue et on est avec toi.